Co-auteur de ces romans backstage. Laurence Chac, co-auteur des romans backstage. Et donc les romans backstage, en fait, c'est une série. C'est une série qui, normalement, devrait comporter 10 ouvrages. Chacun traite d'un des grands courants musicaux du XXe siècle. En fait, on a pris l'histoire du rock et on l'a découpé en 10 tranches, comme du saucisson. Et là, vous avez les 5 premières tranches. Donc il y a un livre qui s'appelle Les gens dansent pour ne pas mourir, qui se passe en Jamaïque en 1976, au moment d'une tentative d'assassinat contre Bob Marley. Et donc est un roman reggae. Ah, ça c'est notre premier manager qui sait comment il faut mettre les livres pour qu'ils tiennent debout. Celui-là s'appelle Jeu et l'amour véritable. Ça se passe à Londres en 1976, au moment de l'explosion du punk. C'est la première tournée des Sex Pistols. Celui-là, ça se passe dans le Bronx, dans les années 70, on va dire, jusqu'en 1992. Ça raconte la naissance du mouvement hip-hop. Et celui-là, on revient à Londres, beaucoup plus tôt, en 1965, les Beatles, la Beatlemania. Donc c'est le roman Pop 60s. Et le dernier qui est à côté de Boulevin, je vais le laisser faire. Roman rock'n'roll qui se passe aux États-Unis sur fond de ségrégation raciale et qui raconte la rencontre des musiques noires et des musiques blanches et qui s'appelle Je chanterai sur terre et en enfer. Qui se passe donc à Memphis entre 51 et 57. Au moment où on invente cette musique rock'n'roll. Donc l'idée de la série, en fait, c'est à partir de 13 ans, de 13 à 77 ans à peu près, pour le lectorat, c'est d'utiliser la fiction pour raconter la naissance des principaux mouvements de rock'n'roll. Alors on aurait pu choisir de faire un documentaire, ce qui se fait en général classiquement, de mettre des dates, des informations, etc. Et donc on s'est dit que la fiction c'était un chouette outil pour essayer de raconter tous ces destins vertigineux, toutes ces avancées techniques et arriver à dire que les mouvements musicaux du rock, ils n'arrivent pas par hasard, ils débouchent à des endroits sur des rencontres entre une société, des résistances d'une société et des individus avec des destins assez extraordinaires. Parce que c'est vrai que dans le rock, il y a un peu qu'à se laisser pour ramasser des personnages absolument incroyables. Et nous, donc, on plonge nos héros, qui sont jamais récurrents, chaque livre est indépendant, dans cette aventure musicale, humaine, sociologique, historique. Alors chaque livre comporte donc un roman qui n'a pas de personnage récurrent. La seule chose qui soit récurrente, c'est la façon dont on parle de la musique. Et à la fin, il y a un petit documentaire dans lequel on donne une biographie des personnages réels, ce qui permet aussi aux lecteurs de faire la différence entre ceux qui ont existé et ceux que nous, on a inventés. Parce que les personnages qu'on invente sont vraiment projetés, vivent dans la réalité historique qu'on raconte. Dans ce petit documentaire, il y a aussi des éléments sur la discographie, sur la chronologie, et puis des petites informations comme ça pour mieux comprendre ce que c'était que le mouvement musical en question. Alors une fiction, effectivement, une fiction à chaque fois qui met en scène des adolescents. Pourquoi des adolescents? Parce que finalement, toutes ces musiques-là, elles ont été faites par des adolescents. Des gens souvent très jeunes, dans le cas du hip-hop par exemple, ont commencé à devenir un grand breaker ou un grand DJ à 12, 13, 14 ans. Dans le cas du punk, c'est la même chose. Le reggae, c'est pareil. Enfin, voilà, tous les mouvements sont impulsés par une jeune génération qui arrive au monde et qui dit à la génération d'avant, allez, poussez-vous, maman, c'est nous qui prenons la parole et on a des choses à dire. Voilà. Donc ce sont vraiment des romans historiques. On a un long travail de documentation avant de se mettre à travailler sur le synopsis, sur l'histoire, pour valider vraiment tout ce qu'on raconte, tous les détails. Et en fait, cette collection, elle est née un peu d'un constat que moi j'avais fait sur des élèves de guitare que j'avais dans les années, au milieu des années 2000. J'étais très impressionné par la grande ouverture musicale qu'ils avaient, du fait du MP3. Quand je dis MP3, je parle du format, de la compression, pas forcément de l'appareil. Ils avaient à disposition un nombre de morceaux absolument incroyable.
notre génération à nous, on travaillait sur des vinyles, on travaillait sur des cassettes, c'était pas forcément très facile d'aller chercher la musique, il fallait chercher, c'était une opération compliquée. C'est vrai que maintenant il suffit d'un petit clic et de voir un claque et hop, on récupère plein de données musicales. Donc cette génération-là, elle a à sa disposition une tonne de musique et elle en profite à fond. Et du coup, on raisonne vraiment par chanson, par format, par juste une chanson. On se retrouve sur un iPod avec Radiohead qui côtoie Jimi Hendrix, les Sex Pistols qui côtoient Green Day. Et l'idée, là, c'était d'essayer de remettre un peu d'ordre. Alors, c'est pas de l'ordre au sens de la valeur, mais voilà, de dire que par exemple, faire du punk à la Green Day dans les années 90, ça n'a peut-être pas la même charge et la même invention que de le faire à Londres en 76. Quand on s'appelle les Sex Pistols. Voilà. C'est que les Sex Pistols, ce qu'ils ont fait, ça leur a coûté humainement et psychologiquement assez cher, parce qu'ils ont quand même été. Voilà, la société anglaise était bien en résistance par rapport à ce que Trevor qu'ils amenaient. Et c'est vrai que du coup, voilà, la charge n'était pas la même que quand Green Day reprend en gros les mêmes formules pour faire du punk un peu plus light. Encore une fois, c'est pas un jeu de valeur, moi j'aime beaucoup Green Day, pas de soucis. Mais voilà, quand sur un iPod on a ces deux groupes qui se côtoient, ça peut être intéressant voilà, de dire que c'est pas forcément exactement la même histoire qui a amené ces deux groupes à faire cette musique-là. Alors mettre de l'ordre, Goulven l'a dit, mettre de l'ordre pour donner aux jeunes amateurs de musique une espèce d'idée de chronologie comme ça, aussi parce que le MP3, on écoute un morceau, on n'écoute plus un album, alors que l'album est une chose matérielle qui rattache à une époque aussi. Donc cette idée de mettre de l'ordre et aussi l'envie de mettre du désordre et de dire à nos lecteurs, ok, vous êtes fan de hip-hop par exemple, mais avant de dire j'adore le hip-hop et je déteste le punk par exemple, on a le droit, mais en même temps, essayez quand même d'aller écouter ce qui se passe dans le punk, parce que ce sont deux mouvements qui se sont croisés dans le temps, et ce sont deux mouvements qui se sont appréciés, qui se sont reconnus comme ayant des valeurs communes. De la même façon, Bob Marley a écrit une chanson qui s'appelle Punky Reggae Party, parce que lui aussi avait reconnu dans les punks quelque chose qui ressemblait à ce qu'il avait envie de dire. Et les Clash ont repris du reggae. Les Clash, donc en groupe de punk, étaient des fans de reggae. Donc voilà, l'envie de dire aussi, ouvrez vos oreilles, sortez des catégories, sortez des postures et essayez d'aller écouter partout, parce que partout, il y a de la bonne musique. Donc, l'envie de mettre du désordre aussi et de dire que la musique, c'est une somme d'influences. Et que depuis que l'enregistrement existe, on a cette chance inouïe de pouvoir écouter des tas de musiques à des tas de moments de notre vie, et des musiques qui viennent de partout, et ça a considérablement changé la façon de faire de la musique au XXe siècle. Donc la musique, les influences, et essayer de comprendre d'où viennent les musiques qu'on écoute aujourd'hui. Et elles viennent toutes, comme le dit l'autre dans sa chanson, vous savez d'où elles viennent du blues. Donc évidemment, dans la suite de la collection, il y aura un roman blues qui est la matrice de toutes les musiques, la racine de toutes les musiques qu'on écoute aujourd'hui. Donc illustration du fait que cette musique est poreuse et que les musiciens ne se posent pas la question des étiquettes et des genres, qui sont un peu partout, ils écoutent de tout. Donc il y a deux premiers 33 tours fondamentaux sur le punk, il y a celui des Sex Pistols, avec Anarchy Milwaukee et tout ça. Et le premier album du Clash, sur le premier album du Clash, ou des Clash, c'est ce nom, il y a ce morceau qui s'appelle Police and Thieves. C'est un morceau écrit en Jamaïque par le producteur Lee Perry en 73-74, qui a été chanté par Junior Mobley, qui a fait une espèce de tube en Jamaïque, et puis je vous rappelle quand même qu'avant l'indépendance de 62, la Jamaïque était une colonie anglaise, donc il y a vraiment des liens très très forts toujours entre ces deux îles d'ailleurs. Et donc Police and Thieves est devenu aussi un mini-tube en Angleterre, et voilà, premier album punk, donc très agressif, très revendicateur, avec des guitares bien saturées, des Clash, et ben il y a un morceau de Police and Thieves. Oh yeah,
Oui, c'est vrai que la Jamaïque en matière de musique, elle nous a beaucoup apporté et le livre s'appelle Les gens dansent pour ne pas mourir, mais je pense que c'est pas très loin de la réalité. C'est vraiment un pays où tout le monde vit avec la musique, les jeunes, les vieux, la musique est partout. Il y a une production, encore aujourd'hui, une production discographique par tête d'habitant qui est absolument incroyable. Et elle nous a donné, bien évidemment, le reggae, que tout le monde connaît. Elle nous a donné aussi le hip-hop, avec toute cette nouvelle façon de fabriquer la musique qui a été inventée dans les sound systems en Jamaïque. Vous voyez ce que c'est, les sound systems? C'est des systèmes de sonorisation mobile, avec des grosses, énormes enceintes qu'on transporte sur des camions et qu'on emmène n'importe où. Alors parfois il y a des groupes électrogènes, parfois il n'y en a pas, sinon on se branche sur l'éclairage public. Et puis il y a un type avec 2 platines et plein de disques. En général, il a enlevé les étiquettes de ces disques pour que personne ne sache ce qu'il est en train de passer, parce qu'il y a plein de sound systems concurrents. Et puis à côté de lui, il y a un type avec un micro qui parle dans le micro. C'est le MC, le Master of Ceremony. Alors au début de l'histoire des sound systems, il n'est pas là pour dire grand chose. Il est là pour boucher les trous entre les chansons, il est là pour dire que machin a perdu ses clés ou que la mère de truc l'attend à la sortie. Et puis petit à petit, ben voilà, là, vous avez les ingrédients pour ce qui va devenir le hip-hop, les 2 platines, les vinyles avec lesquels on va travailler. Et puis le type au micro qui va petit à petit devenir le rappeur. Et ça c'est notre histoire, c'est l'histoire du hip-hop. En tout cas, c'est clairement de la Jamaïque que vient le hip-hop. Donc encore une histoire d'influence, de rencontre, de mélange, de métissage. Et à la fois, la musique jamaïcaine n'aurait pas pu avoir lieu s'il y avait des stations radio américaines du sud des États-Unis, parce qu'eux, ils allaient se nourrir vraiment à ça, au blues, au jazz, donc aux musiques afro-américaines. Et voilà, les Américains ont inventé leur propre musique, se sont d'abord nourris de cette musique-là. En fait, ils ont commencé à faire leur musique quand il y a eu un premier tube qui s'appelait Carolina en 62, qui n'était pas encore du ska. Et là, sur le marché du disque local, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire un peu d'argent. Voilà, avec un morceau qui venait de l'île, qui n'était pas emprunté ailleurs. Sinon, la musique jamaïcaine, jusqu'au début des années 60, c'était du calypso, c'est-à-dire du caribéen, voilà, qu'on jouait dans les boîtes. Voilà, encore des allers-retours permanents entre la géographie et les gens, parce que voilà, sur le hip-hop, s'il n'y avait pas eu Monsieur Kool Herc, qui est jamaïcain, et à Kingston, et qui a débarqué avec ses parents en 68 dans le Bronx, en amenant justement cette culture des disques, des platines. Voilà, je pense que le hip-hop n'aurait pas existé tel quel, en tout cas il n'aurait pas été celui qu'on connaît. Donc c'est à la fois voilà, des échanges techniques, des voyages de gens, des destins. Voilà, le rock fourmille de ça. Alors on essaye donc de sensibiliser les lecteurs à ces histoires de mélange et de rencontres. Ce sont aussi des romans historiques qui sont fortement ancrés dans un contexte. L'idée c'est aussi de montrer que la musique elle est influencée par le monde dans lequel elle jaillit, elle est influencée par le climat politique, elle est influencée par la sociologie, elle est influencée par l'environnement dans lequel elle vit.
Et en retour, elle va influencer le monde. Elle va, parce que les musiciens ont des choses à dire, et qu'en général, ils ont des choses, ceux qui créent des mouvements musicaux, ils ont des choses nouvelles à dire, ils ont des choses radicales. Donc elle va porter son empreinte aussi sur la société dans laquelle elle vit. Et il y a un roman dans lequel c'est particulièrement frappant, c'est le roman Rock'n'Roll, qui se passe donc en 1950 aux États-Unis. Je vous ai dit tout à l'heure, ségrégation raciale, dans toute sa férocité. Hein. Je vous rappelle qu'à cette époque-là, noirs et blancs vivaient séparés quasiment de la naissance, en tout cas jusqu'à la mort, parce qu'il y avait des cimetières pour les blancs, des cimetières pour les noirs. Qu'un noir qui regardait une femme blanche dans les yeux, il avait de fortes chances de finir pendu à un arbre, dans le sud des États-Unis, hein, c'est comme ça. Et c'est pourtant là, à Memphis, que va avoir lieu une histoire extraordinaire de rencontre. Le roman Rock'n'Roll, c'est vraiment le roman de la fusion entre les musiques noires et les musiques blanches. Avant, c'est le blues. Le blues, il est en autarcie. Les bluesmen vivent dans leur coin, les noirs vivent dans leur coin. Dans les années 20-30, le blanc, il est dangereux. Le monde du blanc, on n'y va pas, on n'y pénètre pas et on vit entre soi. Le rock'n'roll, c'est la rencontre, c'est le mélange. Et tous les courants musicaux qui vont venir après vont à leur tour se métisser et se mélanger. Et donc dans ce roman rock'n'roll, ce qu'on essaie de raconter, ben, c'est ça. C'est cette rencontre, cette fusion entre des musiques populaires, hein, parce qu'on parle toujours de musique populaire, c'est-à-dire des musiques faites par des gens qui ne savent pas forcément lire et écrire la musique, mais qui en tout cas savent jouer d'un instrument. Et donc, voilà, il y a un jeune homme qui s'appelle Elvis Presley, qui à cette époque-là est encore mince et habillé comme à peu près tout le monde, qui habite à Memphis. Et l'histoire, elle démarre dans un studio à Memphis qui s'appelle Sun. Et le directeur de ce studio, c'est un grand monsieur dans l'histoire de la musique qui s'appelle Sam Phillips. C'est un blanc, et c'est un des très rares blancs de Memphis qui s'intéresse à la musique que font les Noirs. Bien sûr, la musique n'a pas de frontières, et si vous êtes blanc et que vous avez envie d'écouter la musique noire qui passe sur les radios noires, personne ne peut vous en empêcher. Donc Sam Phillips connaît très bien la musique des Noirs, il l'apprécie, et il en enregistre même chez lui, dans son studio. Et il se trouve qu'il rêve de quelque chose qui fasse la synthèse entre la musique blanche et la musique noire. Il rêve de quelqu'un qui arriverait à chanter, voilà. Et je vous laisse... Je laisse Boulevard raconter la suite de l'histoire. Et appelé par Sam Phillips pour faire un petit bout d'essai dans le studio. Sam Phillips a rencontré Elvis parce qu'Elvis est un fils à maman qui voulait faire un beau cadeau à sa maman pour la fête des mères. Et donc aller enregistrer, moyennant 5,50 $, une maquette d'une chanson très douce que de sa mère. Parce qu'à l'époque, on pouvait repartir avec des acétates, c'est-à-dire c'est des disques vinyles qui n'ont pas une grande durée de vie, donc il faut faire attention pour les écouter 5-6 fois, mais voilà, du coup on se fait enregistrer, puis on peut comme ça offrir ce cadeau à sa maman. Et Sam avait entendu la voix de lui, s'est dit qu'il y avait un truc à faire avec ce garçon-là. Alors il faut quand même se souvenir qu'à l'époque, Elvis c'est pas cette espèce de gros éléphant avec des costumes à paillettes et voilà, défoncé jusqu'aux oreilles sur les scènes de Las Vegas. C'est un jeune homme qui, depuis qu'il arrive à Memphis à ses 12 ans, sa grosse passion le dimanche matin, c'est de prendre son vélo, puis d'aller dans le quartier noir, de rentrer dans les églises et d'écouter du gospel. C'est ça son truc, c'est il se planque à la sortie et il écoute des heures de gospel, et ça fait vraiment triper. Toute sa vie, il essaiera de rendre hommage d'ailleurs au gospel. Et lui, il est branché à 424 sur les radios noirs, donc sur les radios de blues, en écoutant aussi la musique populaire blanche de la country. Donc il est à la fois baigné de musique blanche et de musique noire. Et ce jour-là, Sam lui fait essayer plein de trucs, des morceaux country, des balades, des morceaux country, des balades, des morceaux country. Ils arrivent à rien, il faut bien sur la bande, c'est quand même pas très bon. Et ils font une pause, voilà, une pause d'enregistrement. Et il se souvient d'un morceau de Arthur Crump, qui est donc un bluesman noir de Memphis, qui l'a enregistré en 48 ou 49. Et ce morceau s'appelle That's Right Now. Et la version de Column s'appelle comme ça.
traditionnelle de rhythm and blues, et Elvis, pour faire le malin, il le prend comme ça. Le premier rock'n'roll, même si c'est un petit peu une légende. Ce qui est drôle, ce premier 45 tours de Elvis, c'est que donc, ça, ce morceau, c'est fait avec Nana. C'est une version rock'n'roll, c'est-à-dire plus énergique, où il a un peu modifié les tempos de rhythm and blues, et surtout, il est blanc. C'est pour ça que la grosse différence, c'est que ça, pour une fois, il y a un blanc qui joue de la musique des Noirs. Un truc qui ne se faisait pas. Et ce premier 45 tours, il fait un carton, ils ont vraiment des milliers d'exemplaires très très vite. Et sur la face B, il y a un autre morceau qui s'appelle Blue Moon of Kentucky, pour montrer que tout ça n'est pas si simple. Blue Moon of Kentucky, à l'origine, c'est un truc de Bill Monroe, qui est un chanteur de bluegrass, donc de musique de cowboy. Et le morceau fait Blue Moon of Kentucky, shine on as a gun with me. Blue Moon of Kentucky, shine on as a gun with me. En gros, c'est la version d'origine, et Elvis, il fait exactement la même chose. Même principe, on prend un peu de tortillage de fesses dessus et ça marche. C'est du rock'n'roll. En parlant de tortillage de fesses, Elvis Presley, évidemment, on se souvient, on l'appelait le pelvis, parce qu'il avait une façon de bouger. Non seulement il chantait de la musique des Noirs, mais il dansait comme un Noir et il chantait comme un Noir. Donc ça a été un gros scandale. Ces livres, c'est toujours des histoires de scandale, hein. C'est toujours des histoires de révolte, c'est toujours des histoires de gens qui mettent les pieds dans le plat et qui ont envie de dire qu'il faut changer le monde. C'est vrai aussi dans le roman pop, même si D5 c'est peut-être le plus léger, le plus pétillant, parce que c'est vrai que les années 65, on est un peu dans une bulle de bonheur, un peu, c'est l'après-guerre, c'est les 30 glorieuses, et c'est certainement pas la même situation politique ou économique que la Jamaïque en 1976 ou le Bronx dans les années 75. En même temps, il y avait vraiment des choses importantes à faire en Angleterre à ce moment, les vidéos sont pas arrivées par hasard. C'est que c'est vrai que, en fait, avec le rock'n'roll a été inventé, et ça on le dit souvent, la figure de l'adolescence. C'est-à-dire qu'avant, aux États-Unis, quand on a entre 10 et 15 ans, on n'est que là, on est juste quelqu'un qui attend de devenir adulte. Notre héros, par exemple, Johnny Fabulous, il est à 15 ans, il est déjà papa. Voilà, c'est dans le sud, c'est comme ça que ça se fait. Donc c'est une période un peu charnière, mais elle n'a pas de nom. On écoute la musique de ses parents, on va au champ, on porte les mêmes fringues que ses parents et on attend de devenir enfin adulte et de pouvoir payer des impôts. Et avec le rock'n'roll, en fait, on va découvrir que le rock'n'roll, c'est pas
Cette musique a été choisie par une génération, c'est pas l'État qui a dit tiens voilà, ça va devenir la musique de cette nouvelle génération. C'est juste un moment où économiquement l'Amérique est triomphante, il y a plein d'argent à dépenser, et du coup on se retrouve pour la première fois dans l'histoire avec une classe d'âge qui a un pouvoir économique. Et dans le pays du capitalisme triomphant, forcément, cet argent-là, il va falloir qu'on aille le choper dans la poche des gens. Donc en fait, en même temps que s'invente cette musique-là, ou que, en tout cas, la jeunesse va se reconnaître dans cette musique qui pousse les barrières, et ben, on va inventer les jeans, par exemple, qui sont vraiment des instruments de travail, qui depuis Marlon Brando deviennent un peu des uniformes de jeunes. On va inventer les premiers journaux musicaux, ou sur le cinéma, on va inventer du cinéma aussi pour adolescents, on va inventer les jukebox, on va inventer peut-être toute série de modes. Et en fait, ce qu'on connaît, nous, de l'adolescence et de la phytoxine et du teenager, ça a été vraiment inventé là. Ça n'a pas bougé depuis. C'est-à-dire qu'on a créé des modes, des musiques, une façon de consommer. Et voilà. Et ce qui a fait le rock'n'roll, c'est qu'en fait, les jeunes avaient un peu d'argent pour acheter des disques. Et donc, ils ont commencé à acheter des disques et par paquet de 1000 et de millions d'albums. Et donc, Elvis, il a remporté la timbale dès le début avec cette musique-là. Donc, pour dire que c'est vraiment des rencontres, des hasards, mais il n'y a pas de hasard. Voilà. C'est des histoires et des sociologies qui se retrouvent mélangées en même temps. Et sur le rock'n'roll, c'est vraiment flagrant. Et des histoires, donc, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, les histoires d'argent, évidemment, quand elles se mélangent avec la musique, il y a un moment où ça commence à coincer, et où la musique, la créativité, la création musicale va s'enliser. Et donc, tu parlais des Beatles 1965, qu'est-ce qui va se passer d'important à ce moment-là? C'est que le rock'n'roll est tout bonnement en train de mourir. Chuck Berry est en prison, Little Richard a vu Dieu, il a décidé qu'il ne ferait plus de rock'n'roll de toute sa vie. Bon, il va changer d'avis après, heureusement pour nous et tant pis pour Dieu. Il y en a un certain nombre qui vont mourir, jeunes, un peu comme notre héros sur les routes. Ou dans les airs, dans des crashs d'avion. Donc voilà, c'est la grosse panne du rock'n'roll. On est passé à une espèce de rock'n'roll soupe, la radio FM, comme on dirait aujourd'hui, un rock'n'roll qui n'a plus d'âme, qui n'a plus rien à dire. Et un rock'n'roll qui est devenu un produit de consommation. Aux États-Unis, au début des années 60, on a des chanteurs comme Fabian, etc., qui sont nos chanteurs de variété français. C'est-à-dire que voilà, c'est le rythme suffisamment élevé pour qu'on puisse danser, mais le reste derrière, c'est vraiment d'une platitude renversante. Et voilà, la solution, parce que le rock'n'roll trouve toujours des solutions, elle va venir d'Angleterre, où là il y a un paquet de jeunes gens qui, eux, n'ont pas encore justement cette notion de teenager, parce que l'Angleterre est complètement exempte de sortir de la guerre économiquement, donc il n'y a pas d'argent. La génération de Keith Richards, de John Lennon et tout ça, ils ont connu les tickets de rationnement, ils n'avaient pas d'argent. Et ils vont s'emparer de cette musique-là et la réécrire à leur façon. Et voilà, quand les Beatles font leur première tournée en 64-65 aux États-Unis, ils donnent envie à des milliers de jeunes gens de refaire de la musique, c'est-à-dire de refaire leur musique. Et du coup, elle va être décalée puisqu'elle est arrivée avec aussi une vision anglaise. Vous, Beatles, Stones, etc., etc. Donc c'est eux qui ramènent aux États-Unis cette musique-là, le rock'n'roll, aussi le blues, parce que les Rolling Stones, par exemple, sont des dingues de blues, plus que les Beatles. Et ils vont permettre aussi, alors qu'on redécouvre dans le milieu blanc universitaire cette musique-là, ce qu'on appelle musique folk, autour de Bob Dylan et tous ces gens-là, et par les Beatles, en fait, par les Rolling Stones, des gens comme Muddy Waters, John Looker, tout ça, ont retrouvé une nouvelle carrière. Et voilà, donc encore une fois, c'est des grands mouvements de géographie, de rencontres, d'amour et tout ça, voilà, ça circule sans cesse. Ça, c'est un morceau qui est assez rigolo pour ça, par exemple, comment on peut se tromper aussi sur les musiques. Ce morceau s'appelle River of Babylon, c'est un morceau qui a été chanté par la Mélodienne en Amérique au début des années 70, et il y a un très mauvais groupe de disco qui va le reprendre, et ça va devenir un pur, tout le monde connaît ce machin, sauf que l'origine c'est un pur morceau Rasta. C'est-à-dire que le texte il fait référence à Babylone, donc la cité d'Iman pour le Rasta, il fait référence à Zion, la cité, le paradis des Rasta. Et donc voilà, on se retrouvait à des millions à chanter ce refrain en chœur, alors qu'à l'origine, voilà, c'est un pur morceau Rasta, un pur morceau religieux.
ask for a song. How can we send beautiful song in a strange land? And we were down when we sat down, and then we wept when we remembered them. Stick it up, mister. Yeah, I say so now. Stick it up, mister. Get your MBS. I say yes. I say yeah. I say yeah. I say yeah. Give it to me 2 times, give it to me 3 times, give it to me 4 times, give it to me 5 times, give it to me 6 times, give it to me 7 times, 54, 46, what's my number? Right now, c'est pas, c'est un vrai travail à 4 mains. Je fais la musique, il fait les paroles. Dès le début, on se documente ensemble sur la période. C'est un gros boulot de début. Et puis après, voilà, on invente l'histoire ensemble, et puis on écrit ensemble. Et voilà, c'est des fichiers qui passent d'un ordinateur à l'autre jusqu'à arriver à la version 23C ou 24C. Et on finit par plus savoir quelle phrase est de qui, etc. etc. Qui fabrique à l'histoire, qui fabrique à faire des backstage. Pas de questions? Ça met combien de temps pour écrire un roman? Alors, nous avons un éditeur, Nathan, qui est très exigeant, donc nous avons eu un rythme de travail assez staccanoviste. Non, c'est vrai qu'on a été assez vite. On compte normalement 6 mois pour un roman historique, et en fait, avant de préciser ça, quand même, je dis pas ça parce que cette question-là, c'est quand même une très belle histoire d'édition, tout à fait. C'est-à-dire que Laurent s'est préparé une Bible de la série, c'est-à-dire... Une Bible, c'est un espèce de dossier qui présente un projet, donc avec l'idée, comment c'est écrit, à qui ça s'adresse, de quoi ça parle, une présentation des 10 courants musicaux, voilà. Et en fait, Nathan a adhéré à l'idée sans changer une ligne, donc c'est une belle histoire d'édition dans la mesure où on a pu vraiment réaliser ces romans avec beaucoup de générosité de la part de l'éditeur, beaucoup de compréhension. Et on en a écrit 5 en 2 ans, ce qui fait qu'effectivement, on est allé très vite. C'était où on prenait notre temps, le bouquin est vraiment décalé, et du coup on a été assez vite. C'est vrai qu'on a fait... évidemment, on est des auteurs, c'est-à-dire qu'on ne fait pas partie de ces gens qui ne font que ça, donc c'était un truc qu'on faisait en plus de boulot respectif. Et ouais, quand même beaucoup de dossiers, mais c'est passionnant. Et oui, ce qui est peut-être le plus difficile dans ce temps si court, c'est qu'il faut du temps pour digérer toute une documentation comme ça, pour la transformer dans une vraie histoire, pour pas que ce soit didactique, pour pas que ce soit ennuyeux, parce que si l'idée c'est quand même qu'on écrit pour des adolescents,
que ce qui est primordial au-delà de l'histoire du rock, c'est l'histoire, c'est le rythme, c'est que dès les 2 premières pages ils accrochent, parce qu'on sait qu'à l'adolescent, si un livre ne l'accroche pas tout de suite, eh ben, il le ferme et il le pose, et peut-être c'est même le seul livre qu'il lira de sa vie si on n'a pas de chance, donc il y a une responsabilité à ce niveau-là, et on est très attentif à privilégier d'abord la qualité de l'histoire et le rythme, pas au détriment, mais bon, le fait qu'on a cette partie documentaire à la fin, ça nous laisse une marge pour être exhaustif, pour dire les choses qu'on ne peut pas dire dans l'histoire, parce qu'on se concentre aussi, on aime se concentrer sur le moment où naissent les courants musicaux, parce que c'est le moment où ils ont le plus d'énergie, où ils sont pas encore, je dirais, pollués par les... c'est un peu excessif, mais enfin bon. Ils sont, alors, avec l'assentiment de mon co-auteur, je confirme, je persiste, ils ne sont pas pollués par des impératifs marketing ou commerciaux, donc ils ont toute cette charge de nouveauté en eux. Et moi je disais ça. Et donc, je sais plus. En fait, il y a quand même, quand on travaille sur ces périodes-là, sur l'histoire du rock, en fait, on se rend compte que bon, c'est pas un hasard si le rock a été inventé en Amérique du Nord, c'est quand même un pur produit capitalistique, c'est clair et net, c'est-à-dire que dès le début, cette musique-là a été existée parce qu'il y a des gens qui s'en sont servis pour faire un max d'argent. Et le nerf de la guerre, voilà, c'est ce qu'on n'imagine pas, par exemple, quand on se replace dans les années 50 aux États-Unis, c'est que le niveau de développement de l'industrie musicale aux États-Unis dans les années 50, elle doit correspondre à peu près à la nôtre en France en 85-86. C'est-à-dire que dans chaque ville, il y a des studios, il y a des radios, il y a des disquaires, il y a un circuit de concerts qui fonctionne à la merveille, c'est-à-dire que ça génère de l'argent. Donc voilà, tout est en place déjà pour pouvoir inventer voilà, cette musique-là et qui va profiter évidemment des circuits qui existent. Et il y a un truc qu'on oublie souvent sur les anglo-saxons, c'est cette notion d'entertainment, c'est-à-dire que eux, voilà, la musique est un spectacle, la musique est un business. Ça ne veut pas dire que Elvis Presley a fait du business, je veux dire par là que tout est en place voilà, pour qu'on puisse, pour que ça génère de l'argent. Et c'est la grande histoire du rock. Après, l'idée pour les mouvements, justement à la base, au début, c'est qu'on n'est pas encore là-dedans. C'est-à-dire que là, il y a un moment où voilà, les gens qui font du business, qui regardent leur cours de vente, on appelle ça des sales figures, je t'avais en anglais, en français ça fait sales figures, tout est dit. Ils sont forcément dépassés par en dessous, par la droite, par la gauche, par au-dessus, parce que voilà, il y a des gens qui vont plus vite qu'eux. Mais à un moment ou à un autre, comme ils sont assez malins, ils sont sur des roulettes, et puis bah, ils vont arriver au même endroit, et ils vont récupérer ces gens qui sont en avance sur eux pour faire de l'argent. Donc les mouvements, oui, il faut le prendre évidemment à la source, à la racine, là où il y a encore toute l'énergie, et puis toute cette volonté de faire la révolution, parce que c'est ce qu'ils font en fait. Hein. Voilà. Et ils ne laissent surtout pas les gens en face les prendre pour des idiots, parce que c'est comme la base de ce qu'il faut faire. Et sur le reggae, c'est flagrant. Hein. C'est flagrant. Par exemple, nous, c'est un livre qui nous a pas laissé... on a eu du mal à s'en remettre parce que c'était se plonger dans la Jamaïque, se plonger dans l'histoire de la Jamaïque, se plonger dans Rasta, aussi dans la religion rastafarienne, même si on n'est pas devenu Rasta. Voilà, c'est quand même des trucs, c'est très profond. Et ouais, la Jamaïque est quand même un pays super fascinant. Et justement pour cette question de mouvement aux origines, le reggae nous a posé un vrai problème parce qu'il nous semblait très important effectivement de parler de Rasta de façon juste, parce que tout le monde connaît le reggae, petite musique légère à danser, vert, jaune, rouge. Et il fallait aller bien au-delà, il fallait raconter ce que c'était que Rasta sans trahir ce qui n'est ni une philosophie ni une religion, mais tout ça et bien d'autres choses encore, avec une multitude d'influences et un syncrétisme incroyable. Et puis aussi, il fallait raconter les origines, vraiment, c'est-à-dire l'Afrique. Il fallait parce que dans le reggae, il y a ces rythmes africains qui ont survécu pendant des années dans les arrière-cours. Personne ne voulait en entendre parler, mais il y avait encore des gens qui maintenaient cette tradition de rythme traditionnel africain. Qui ont traversé les âges et l'océan, on se demande comment. Et donc voilà, là, il a fallu qu'on trouve un espèce de subterfuge pour ramener cette histoire, pour la relier à l'histoire de l'esclavage, ce qui nous semblait indispensable pour comprendre ce que c'était que le reggae, en dehors des multiples autres influences nord-américaines, comme on a pu vous le dire avant. Je crois que Gauvin va conclure avec un morceau de Bob Marley. Alors on parlait tout à l'heure de Boney M, c'est ce qu'il a chanté, c'est pas le Bob Marley qu'on entend en boîte, hein, c'est celui qui dit libère-toi de ton esclavage mental. Voilà, pour tout ça pour vous rappeler que le reggae c'est effectivement bien autre chose qu'une petite musique pour danser et faire la fête, même si on peut tout à fait faire la révolution et faire la fête, c'est même recommandé. Hein. Et George Clinton, chanteur de funk, avait une autre idée pour libérer son esprit, c'était Free Your Mind and Your Bass Will Follow.
l'ouverture d'esprit est aucune assurance. Aujourd'hui et demain. Si vous voulez nous parler, nous rencontrer, voilà. Pour cette fin de l'argent. Merci bien.